C'est deux docteurs qu'on reçoit en plateau. On va parler alimentation et plus spécifiquement de l'intestin avec le docteur Geneviève Moreau. Bonjour Geneviève, qui est donc directrice fondatrice de l'Institut CIIN, et Olivier Coudron. Bonjour Olivier. Bonjour. Qui est le docteur Olivier Coudron, qui est directeur scientifique de l'Institut CIIN. En deux mots, l'Institut CIIN. Donc c'est l'Institut scientifique en nutrition raisonnée où on prône l'alimentation santé et durable qui fait du bien à notre santé et à la planète avec le site Intelligent Tradunion Nutrition. On peut aller chercher plein d'infos. Voilà, les recettes, toutes les infos, les personnes qui peuvent aider le consommateur, que ce soit le médecin, le pharmacien, etc., qui est formé en nutrition santé. Voilà. Aujourd'hui, on a abordé déjà pas mal de sujets avec vous, enfin que ce soit avec Geneviève et Olivier ou Geneviève et Fabienne. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'intestin parce que depuis peu, enfin, on connaissait le côté important de l'intestin dans la digestion, mais des nouvelles études, il y a quelques années, on s'y intéresse très très fort aujourd'hui parce qu'il y a des grosses nouveautés. On se rend compte d'un point de vue scientifique que l'intestin est beaucoup plus important que ça, en fait, dans notre santé, dans notre organisme, qui n'a pas uniquement une fonction de digestion. C'est-à-dire ? Je crois qu'on assiste en médecine à une révolution. Il y a comme ça quelques grandes révolutions. L'intestin, on le redécouvre. Pendant des décennies, on a considéré que c'était un tube digestif, c'est-à-dire en fait un lieu dans lequel les aliments allaient être digérés et ça s'arrêtait à peu près là. Et puis non, c'est pas si simple que ça. On découvre depuis à peine une vingtaine d'années ce que l'on appelle l'écosystème intestinal. Et encore plus récemment, il y a 4 ans, 5 ans à peine, on a pu comprendre et explorer ce monde bactérien qui nous habite, ce qu'on appelle la flore bactérienne, c'est-à-dire que dans le ventre, nous avons un monde incroyablement vivant de bactéries, et c'est tant mieux, parce que ces bactéries sont indispensables à notre santé. Et donc dans l'intestin. On les découvre maintenant. Oui, dans l'intestin, au cœur même de cet écosystème intestinal. On va peut-être s'appuyer sur un schéma alors, pour nous aider à comprendre. Oui, tout à fait. Donc là, vous voyez une bonne représentation de l'écosystème intestinal qui a 3 acteurs, 3 mousquetaires. On a à l'intérieur de l'intestin notre flore, ces bactéries qui sont 10 fois plus importantes que les cellules entières qui nous composent. Donc c'est vraiment un univers qui nous habite, composé de plusieurs familles différentes et des genres et des espèces de bactéries tout à fait différentes et complémentaires. C'est une foule. Et puis le deuxième élément, c'est ce que l'on voit ici de façon ondulée en mauve, c'est la paroi de l'intestin, c'est-à-dire en fait la muqueuse intestinale. Et cette paroi est très très fine, plus petite que l'épaisseur. Il y a une grande importance également. Voilà, c'est un filtre étanche qui nous sépare, qui sépare notre organisme à l'intérieur de ce monde bactérien d'une part et des aliments. Donc il joue un rôle très 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 important, mais qui est très fin et donc très fragile. Et puis le troisième acteur que l'on voit tout à fait en bas du schéma, eh bien, c'est le système immunitaire, c'est-à-dire les globules blancs, les lymphocytes, des cellules qui sont importantes dans la reconnaissance du soi, dans la défense. Et ceci explique que finalement, cet écosystème qui forme un tout est impliqué aussi dans la défense, nous provient des oui, parce qu'en fait, quand on voit le schéma, on se rend compte aussi que finalement, la séparation entre ce qu'on a dans notre intestin et tout le reste de l'organisme, donc la circulation sanguine, etc., il y a pas grand-chose, en fait. Il y a juste cette petite paroi. Un papier à cigarette, plus petit. Et donc tout ça, ça discute, tout ça, ça dialogue, tout ça, ça échange. Et nous avons besoin des bactéries en bonne santé, c'est-à-dire une bonne flore bien équilibrée dans notre intestin, pour que tout notre corps, tous nos systèmes immunitaires, et mais je dirais même maintenant tous nos organes, soient eux-mêmes en bonne santé. D'accord. Alors concrètement, les nouveautés, les choses qu'on a découvertes ici récemment, donc du fait qu'effectivement l'intestin n'est pas uniquement un tube digestif, ça veut dire qu'il va influencer quoi d'autre sur notre santé ? Alors, c'est la digestion, bien sûr, puis la synthèse de vitamines, de minéraux, la détoxication de certains éléments indésirables, et puis on découvre que c'est finalement un rôle dans l'immunité. L'intestin et les bactéries, la flore intestinale, c'est la grande salle de classe dans laquelle notre système immunitaire va apprendre à tolérer les aliments. Ainsi, par exemple, si ma flore est en bonne santé, je peux bien tolérer les produits que je mange. Et sinon, je risque de développer des intolérances alimentaires. Donc ça, c'est une chose importante. À cette école, notre système immunitaire va aussi apprendre à se défendre.
Et donc, on va mieux se défendre contre les rhinopharyngites, les maladies infectieuses. Ce qui veut dire que si notre intestin, enfin en tout cas notre écosystème intestinal ne fonctionne pas bien, on va clairement être plus souvent malade et plus souvent malade, ouais. plus souvent d'infections, plus souvent également des allergies. On voit de plus en plus d'allergies à notre époque. ORL, de l'asthme, des eczémas, des dermatites atopiques. Eh bien, on sait aujourd'hui de façon très claire que notre écosystème intestinal est impliqué dans cette histoire-là. Et alors, ce qui est encore plus curieux, et ce sont des découvertes très récentes, c'est le rôle de cet écosystème intestinal, donc ce microbiote, dans des pathologies aussi incroyables que le diabète et le surpoids et l'obésité. Et on sait aujourd'hui qu'une flore perturbée ou différente, déséquilibrée, est impliquée dans l'apparition du diabète de type 2. C'est très récent ça comme découverte. 2 ans. 2 ans à peine. Parce qu'on savait effectivement que l'intestin avait forcément une influence sur les maladies qui sont directement liées à l'intestin, comme la rectocolite ou la maladie de Crohn, mais on découvre maintenant que ça va plus loin, et ça va même encore plus loin que le diabète et l'obésité. Oui, si on veut aller encore plus loin, des découvertes récentes montrent que ce microbiote en bonne santé dialogue avec notre cerveau en permanence, et donc il envoie des messages vers ce cerveau qui participent à la bonne santé de notre humeur, même de notre résistance au stress, par exemple. Et on a remarqué que des perturbations de l'écosystème intestinal, des perturbations de la flore intestinale, avaient un impact sur notre résistance au stress, notre niveau d'anxiété, même des dépressions chroniques qui sont impliquées dans cette dysfonction, ce qu'on appelle les dysbioses. Alors forcément, puisque l'intestin, c'est un de nos organes qui est directement lié à ce qu'on va ingurgiter, à ce qu'on mange et à ce qu'on boit, comment faire justement au niveau de l'alimentation pour que cet intestin se porte le mieux possible, puisqu'on se rend compte de son importance. Donc, comme Olivier disait, ce qu'il faut vraiment éviter, c'est d'arriver à avoir cette dysbiose, donc c'est-à-dire ce papier de cigarette qui va, entre guillemets, comme s'effriter, que la flore va être modifiée. Et donc, je dirais, l'alimentation qui entraîne cette dysbiose, c'est surtout des alimentations grasses et sucrées. Donc le fameux mauvais gras, avec les graisses saturées, les graisses trans, donc une huile qu'on chauffe trop, etc. Et donc ce sera très important de garder uniquement à l'esprit les bons gras, comme on en a déjà parlé, c'est-à-dire l'huile de colza, des gras oméga 3, donc que ce soit au niveau des viandes, mais au niveau des œufs, au niveau du beurre, du lait, des produits laitiers. Et donc ça, c'est vraiment important que la qualité du gras doit être très bonne. Et l'autre partie, c'est ne pas manger trop de sucre. Quand je dis pas trop de sucre, c'est pas de sucre rapide. Donc pas des crasses, des biscuits industriels, etc., etc. Maintenant, quand on utilise... Et tout ce qui est très raffiné aussi. Voilà, tout ce qui est raffiné, tout ce qui est sucre blanc. Maintenant, quand on utilise, comme on disait, dans des pâtisseries, du sucre brut, du sucre de canne, qu'on divise par 3 les recettes et qu'on en met moins, qu'on va travailler avec un chocolat noir plutôt qu'un chocolat au lait qui va être plus sucré, etc. Tout ça va avoir un impact, évidemment. On n'est plus dans une alimentation complètement déséquilibrée. Donc c'est vraiment le choix du bon gras et du bon sucre. Donc ça c'est important. Et puis je dirais le gros enjeu, c'est d'aller nourrir justement, comme disait Olivier, nos bonnes bactéries. Et alors très curieusement, nos bonnes bactéries, elles se nourrissent justement de bonnes choses, donc c'est-à-dire des fameux végétaux, ce qu'on appelle les prébiotiques, donc toutes les fibres prébiotiques. Et donc, ce sera très important de manger évidemment beaucoup de végétaux différents. Où est-ce que j'ai le plus de prébiotiques? C'est beaucoup dans les oignons, l'ail, les poireaux, mais aussi les légumes oubliés comme le fameux topinambour, le panais, etc. Et donc, pour les personnes souvent qui disent « voilà, j'ai un trouble intestinal, je ne sais plus rien manger », et c'est vrai, au départ, il ne faut pas manger justement trop de fibres, mais par exemple faire des légumes cuits ou des fruits cuits pour justement avoir que l'intestin ait le temps
de digérer. Ça, c'est déjà quand il y a un souci. Voilà, quand il y a une colite. Quand il n'y en a pas encore, on peut manger. Enfin, il faut inclure un maximum. C'est combien la quantité en fait de végétaux par jour? On recommande au moins 400 grammes de végétaux par jour. À partir de 400 grammes par jour, on a des effets santé. L'idéal, c'est entre 400 et 600 grammes par jour. En sachant qu'ils sont pas tous de la même qualité finalement. Non, mais c'est la biodiversité qui va être importante. C'est comme dans la nature, donc il faut varier. Il ne faut pas manger toujours la pomme de terre ou toujours l'endive ou le chicon. On estime que la pomme de terre, qui est un féculent, on l'estime comme, enfin, il est considéré comme un végétal? Bien sûr. Oui. Oui, c'est encore du végétal. Bah oui, c'est vrai. Mais non, c'est parce que enfin, on le met plutôt dans la catégorie féculent, donc du coup. Oui, alors le monde végétal, c'est les légumes secs. Qui ont hélas... Oui, il y a les fruits et légumes, effectivement. Hélas, c'est un trésor de bienfaits. Ce sont les céréales les lentilles, des complètes. choses comme ça. Voilà. Les lentilles, c'est formidable. C'est un prébiotique dont parlait Geneviève. Donc c'est à la fois ces légumineuses, ces légumes secs, ces céréales complètes, mais aussi les fruits et les légumes, les fruits secs, les amandes, les noix. En fait, quand je vous entends parler, et surtout quand on parle justement de ce qui est mauvais pour notre intestin, on a quand même l'impression, le diabète, l'obésité, ce sont quand même des maladies qui sont arrivées au siècle dernier, enfin dont on parlait moins avant, et donc effectivement, c'est nos changements alimentaires qui ont provoqué ça, c'est enfin l'industrialisation, des choses comme ça, manger plus sucré, ça fait un petit peu. Donc finalement, on a un peu maltraité. J'imagine qu'avant, notre intestin devait se porter mieux, vraisemblablement, avec l'alimentation qu'on avait avant. Voilà, donc il faut savoir que les gens mangeaient déjà des céréales non raffinées. Par exemple, c'était des pommes de terre avec la peau, mais par exemple, dans les farines, on n'avait pas de farine tout à fait raffinée. C'était des farines, les fameuses T80. Plus on a raffiné, en fait, plus ça a eu un effet négatif. On perd la partie vitamines, minéraux, la partie fibres aussi. Et donc, par exemple, on avait peut-être un riz complet ou un riz semi-complet. Dans les légumes, je pense qu'il y avait plus une biodiversité, les fameux légumes. Et on en mangeait probablement plus aussi. Voilà. Et donc, le repas de base, c'était la pomme de terre et le légume. Et puis, on mettait peut-être la viande ou le poisson, etc. Mais c'était en moins grande quantité. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est d'abord la viande. Qu'est-ce qu'on mange? D'abord la viande. Et puis, à la limite, les frites ou les pâtes. Et puis après, on a le gréement éventuellement avec une tomate cerise. Voilà. Donc, alors que les végétaux sont super importants. Voilà, c'est vraiment important. Et alors souvent, en conférence à l'IN, on nous demande qu'est-ce que c'est les 500 grammes. Et donc on avait fait une c'est vrai qu'on ne se rend pas bien compte. C'est 2 mains. Donc voilà, c'est 2 mains. Oui, mais ça dépend de quoi. 2 mains de végétaux. Donc ça peut être par exemple un morceau de brocoli, la pomme, la mandarine, et puis 2-3 feuilles de salade, le bol de soupe. C'est pas... Quand on dit 500 grammes, c'est pas tant que ça. Donc, si par exemple le matin on mange le petit œuf avec des petites tomates rissolées ou par exemple un jus de légumes ou même un fruit, des quartiers de pommes avec le fromage ou des choses comme ça, on a déjà une partie de végétal qui met déjà une petite portion. Il faut savoir qu'une pomme, c'est 150 grammes déjà, rien qu'une pomme. 2 mandarines, la même chose. Une banane, c'est bien aussi. Voilà, une banane aussi. On pourra peut-être faire par exemple à 4 heures la banane avec les fruits secs, les amandes, les noix, les noisettes, etc. Et alors à midi, il faut, en tout cas en hiver, pensons toujours au bol de soupe où là on a quand même des végétaux d'un coup, que ce soit le midi et le soir. Et en été, on fera peut-être avec un jus de légumes, un jus de tomate, un smoothie de légumes et fruits. Donc, on doit tout prendre en considération. Mais ce que je pense pour tout le monde, ce qui est important, c'est que le légume, c'est la couleur. Et de se dire, est-ce que j'ai de la couleur dans mon assiette ? Donc, que ce soit à midi, que ce soit à 4 heures, que ce soit le soir. Et je pense que ça, c'est intéressant. Parce que au plus je mets de la couleur, au plus je vais avoir la fameuse biodiversité dont parle Olivier. Je suggère qu'on voit peut-être aussi, via un schéma, Olivier, les méfaits justement d'une mauvaise alimentation. Oui. C'est en effet un schéma qui est assez clair, qui montre la progression depuis ce que je pourrais appeler la malbouffe. Là, ce sont des études qui ont été faites par 2 chercheurs belges, Nathalie Delzen et Patrice Cany, tout près d'ici, qui sont des leaders européens dans ce domaine. Lorsqu'on nourrit des petits rats de laboratoire avec la cafétéria, les restes, donc c'est vraiment l'alimentation, hélas, de beaucoup de gens, eh bien on s'aperçoit qu'en quelques jours, 2 jours, 3 jours, 4 jours, c'est très rapide, on observe une dysbiose de ce gut microbia, c'est donc cette flore intestinale qui va changer, les populations vont changer, ce n'est pas les mêmes bactéries qui vont rester, qui vont être actives. Ensuite, il va y avoir une altération de ce filtre, de cet épithélium, de cette barrière de l'intestin qui va devenir poreux.
qui va être moins étanche. Et là, tout se complique. On va avoir ce qu'on appelle une endotoxinémie. On va laisser passer à travers cette barrière devenue poreuse soit des antigènes alimentaires et on va devenir moins tolérant, on va presque être allergique. Est-ce que c'est pour ça aussi qu'il y aurait enfin que de plus en plus finalement il y a une espèce de boom dans ce problème d'intolérance ou d'allergie alimentaire? Certainement, certainement. C'est multifactoriel. Mais certainement que l'altération de ce microbiote, donc cette prédisposition à moins bien tolérer, parce que la flore n'est plus la même, parce que la barrière est perturbée, c'est un acteur déterminant dans les allergies et dans les intolérances, qui sont deux choses différentes. Mais il y a aussi l'apparition de transformation aussi des protéines alimentaires. Le gluten aujourd'hui, le gluten synthétique qu'on rajoute dans le pain, est plus antigénique et moins bien supporté. Oui, parce que ça fait débat aujourd'hui, le gluten. Oui. Et si ça fait débat, c'est pas par hasard. Il y a un flou, on n'a pas tout compris encore dans ces intolérances au gluten ou dans que ce soit la maladie cœliaque, qui est encore très répandue comme maladie génétique, ou que ce soit d'autres formes d'intolérance au gluten qui sont moins bien connues, qui sont plus frustes, moins bien précises, mais qui sont une réalité, semble-t-il. Et donc, en effet, ces nouvelles allergies et ces nouvelles intolérances alimentaires trouvent en grande partie une explication dans le fait que l'intestin finalement devient à un moment donné perméable. Sacrifié, perturbé et perméable. Parce que pas bien nourri. Mais alors ça veut dire que s'il devient perméable et qu'il laisse passer, il peut laisser passer plein d'autres choses aussi, c'est ça que je me dis. Mais s'il peut être responsable d'allergies alimentaires parce qu'il a laissé passer certaines choses, il peut être aussi responsable d'autres choses. Alors, en effet, et à titre d'exemple, on sait aujourd'hui qu'il y a une petite protéine qu'on trouve à la surface de bactéries de notre intestin, de mauvaises bactéries pathogènes, qu'on appelle le LPS ou lipopolysaccharide. C'est une petite protéine qui peut passer lorsque l'intestin est perméable. Et ça, c'est un puissant inflammatoire. Ça allume le feu et ça crée de l'inflammation. Et donc cette inflammation, elle est impliquée dans le surpoids, elle est impliquée dans le diabète et elle est impliquée aussi dans des dépressions chroniques, des troubles dépressifs que l'on n'arrive pas bien à traiter en psychiatrie avec nos antidépresseurs. Et on se rend compte que pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'il y a un état d'inflammation chronique du cerveau. On le voit aussi, je crois, sur un schéma. Alors, Olivier, un schéma là-dessus qui montre en effet... Voilà, on voit ici, ce sont des travaux très récents de cette année qui ont été publiés par une équipe de scientifiques. Et on voit qu'il y a des relations très intenses entre le cerveau, le siège de nos humeurs, de nos émotions, de nos comportements aussi, et cette flore et ce microbiote. Et on voit que à travers un nerf qu'on appelle le nerf vague, qui est responsable du système automatique, eh bien, des informations remontent vers le cerveau. Et lorsqu'on a cette fameuse dysbiose, ces bactéries qui sont déséquilibrées, ou lorsqu'on a cette perméabilité intestinale qui est excessive, alors l'intestin reçoit ces informations danger, et on voit apparaître des dépressions chroniques, des troubles du comportement parfois extrêmement violents, des troubles un peu autistiques. On a décrit des troubles comme ça, mais au minimum, ce sont des troubles de l'humeur et des troubles du stress. Donc en fait, ça fait très longtemps qu'on nous dit quand même que l'alimentation est primordiale dans notre santé d'un point de vue général, mais là, on le comprend d'autant mieux encore maintenant avec cette importance de la bonne santé de l'intestin. Oui, l'intestin est en première ligne, hein. Donc dès qu'on mange quelque chose, comme dit Olivier, cette surface qui est énorme, hein. Si on met bout à bout et qu'on ouvre l'intestin bout à bout, c'est un terrain de tennis, hein. Donc c'est vraiment très, vous imaginez ça quand vous avez fait vos études de médecine, l'un et l'autre? Non, on pensait l'intestin comme en grandeur, enfin pas en grandeur, mais je veux dire en importance, comme les amygdales ou les yeux ou un autre organe. Et là, je pense que effectivement, les pathologies associées au déséquilibre intestinal, il y en a vraiment beaucoup. Jusque ces nouvelles études sur le diabète et l'obésité, mais bien sûr. Mais avec par contre un effet super positif avec ce type de découverte. De recherche, hein, oui. Parce que c'est vrai qu'ici aujourd'hui, le LPS, comme parlait de Olivier, tous les médecins peuvent doser le LPS dans le sang pour les patients. Donc ils peuvent déjà regarder la partie inflammatoire de cette partie intestinale là qui est passée, mais
mais en 2016, on pourra aller vérifier. Oui, parce qu'en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas encore vraiment analyser la flore de chacun. Voilà. Donc, il y a un indicateur dans une prise de sang. Voilà, le fameux LPS. Qui se fait, à mon avis, pas régulièrement. Hein. Ça non, le médecin, tout médecin peut le demander au laboratoire, il n'y a pas de problème. Et donc ça, et bon, les recherches là en 2016 de cette équipe belge, justement, va pouvoir permettre de dire, chaque personne on va pouvoir analyser, les médecins vont pouvoir analyser la flore bactérienne des individus et de dire, ben voilà, il est plus sujet à faire un diabète, une obésité, des problèmes anxieux, et donc de pouvoir justement mettre le traitement en route. Parer à ça, c'est ce que j'allais dire, parce que voilà, l'intérêt, c'est pas de dire simplement, voyez, un côté génétique, non, c'est dû vraisemblablement aussi à l'alimentation qu'on a eue. Oui. Donc il y a l'alimentation, on l'a bien compris, Geneviève a expliqué qu'on devait avoir de base quand tout va bien, entre guillemets, en tout cas vraiment accentuer sur les végétaux, on ne le dira jamais assez, mais accentuer là-dessus. Mais si maintenant il y a un problème, on l'a compris, il faut mettre l'intestin au repos. Et alors est-ce qu'on peut justement suppléer, si on ne peut plus l'avoir vraiment dans notre alimentation, est-ce qu'on peut quand même s'aider avec des choses qu'on va aller chercher en pharmacie, j'imagine? Mais quand l'intestin est malade, hein, donc quand on a soit un côlon irritable, soit une rectocolite, soit un Crohn ou autre, c'est sûr qu'au moment de la partie inflammatoire, on ne va pas aller donner beaucoup de fibres, beaucoup de végétaux crus ou autres, parce que justement on va entraîner une irritation en plus de l'intestin et donc la fameuse douleur, etc. Les gens... Donc il faut trouver quelque chose pour remplacer ça. Donc pendant cette partie inflammatoire, quand on a mal au ventre, voilà, qu'on a des douleurs, des crampes, des diarrhées, etc., pendant cette partie, on fait ce qu'on appelle un planning anti-résidu, hein, anti-fibres. Donc là, évidemment, on mange justement des fibres blanches, du pain blanc, etc. Ce qui ne suffira pas du tout à notre intestin. Voilà, qu'on aura... Pour restaurer plus tard la flore, ce ne sera pas bon, mais par contre, en période de crise, on fait ce planning sans résidus, sans fibres, donc justement avec que des légumes cuits, justement avec peu de... Et qu'est-ce qu'on peut prendre alors? Et alors, à ce moment-là, on peut prendre justement les probiotiques en pharmacie, hein, donc les lactobacilles, etc., qui vont aider, hein, donc à la place de nos propres bactéries, et les prébiotiques en pharmacie, donc c'est souvent sous forme Quelle est la différence entre pro et pré? Alors, le prébiotique, ce sont des fibres. C'est ce qu'on trouve dans les végétaux. D'accord. Et donc, c'est de l'engrais pour nos bonnes bactéries dont elles se nourrissent et qui leur permettent de se développer naturellement. Donc ça, ce sont des fibres. Et donc, pas toujours bien tolérées, on est bien d'accord. Mais à terme, c'est vraiment vers ça qu'il faut tendre. Il y a beaucoup de publications scientifiques qui montrent l'intérêt de ces fibres. Et à côté, les probiotiques, ce sont des agents, notamment principalement des bactéries ou parfois des levures vivantes, qui, lorsqu'elles sont prises en quantité suffisante, vont avoir un effet favorable sur l'hôte, sur la personne qui le consomme. Et là, on est en pleine découverte aujourd'hui, en médecine, de l'intérêt de ces différentes souches bactériennes probiotiques. Mais Geneviève, tu nous as parlé des prébiotiques dans l'alimentation. Les probiotiques, ça, on doit les prendre en pharmacie. On n'a pas de probiotiques, les bifidobactéries. Donc, mais par exemple, quand on n'a pas de soucis. Oui, par exemple, quand tu vas prendre un antibiotique, imaginons, on sait que ça va abîmer la flore intestinale et souvent, le médecin traitant ou le pharmacien, avec la prescription d'antibiotiques, il prescrit un probiotique ou le pharmacien dit voilà, je vous mets en plus un probiotique pour aider un peu l'intestin pendant la partie de la prise d'antibiotiques. Les anciens faisaient manger les croûtes des fromages, etc., pour avoir un peu cet effet restauration. D'accord. Donc on n'en trouve pas dans notre alimentation des probiotiques. Alors, en fait, on en a dans l'alimentation. Par exemple, le yaourt. Le yaourt, c'est du lait dans lequel on a mis du bifidobacterium et du lactobacilles acidophiles. Donc ce sont deux bactéries probiotiques. Mais ces probiotiques n'ont d'effet que sur l'aliment. Ça va digérer le yaourt. Mais ça n'a pas d'effet probiotique sur moi. D'accord. Donc voilà. Donc la choucroute, le yaourt, ce sont des aliments qui ont été soumis à un probiotique. Mais c'est pas parce que j'en prends que moi je vais avoir l'effet probiotique. D'accord. Donc c'est impossible d'en trouver dans son alimentation. Non, on ne peut pas.
C'est vraiment une découverte vous conseillez- du monde des compléments alimentaires. Mais justement, alors quand on n'a pas de soucis, qu'on n'a pas dû prendre d'antibiotiques, etc., est-ce qu'il est quand même recommandé à un moment donné d'en prendre? S'il n'y a pas d'allergie alimentaire, enfin d'intolérance alimentaire, s'il n'y a pas de pathologie associée à un intestin qui a des soucis, par exemple des polyarthrites, etc., toutes les maladies auto-immunitaires, toutes les pathologies Il faut encore le savoir si ça voilà, ou pas. articulaires, si on n'a pas de maladie intestinale comme le côlon irritable ou autre pathologie, si on ne prend pas d'antibiotiques, enfin en tout cas si on voit que tout est beau et rose dans le meilleur des mondes, bien, on n'a pas besoin de prendre des probiotiques. Avec les végétaux dans l'assiette, on va nourrir nos propres bonnes bactéries. Maintenant, dès qu'il y a une pathologie associée ou un antibiotique ou des rhumes à répétition chez les enfants, etc., alors c'est intéressant de prendre un probiotique. Peut-être pas en continu, mais peut-être dans les périodes justement hivernales ou antibiotiques, ou par exemple où on va être plus sujet, par exemple pour les sportifs, quand on doit faire du sport un peu plus intensif, on sait que ça va augmenter un peu la perméabilité de l'intestin pendant l'exercice, et bien, enfin juste après, mais alors autant utiliser par exemple un probiotique quand on fait par exemple les 20 km de Bruxelles ou autres activités qui sont plus... D'accord, alors c'est vraiment des petits épisodes voilà, pour aider l'organisme. Et alors les prébiotiques, soit dans l'alimentation avec les fibres, comme on a dit, tous les végétaux, soit alors des compléments alimentaires. En supplément également. Voilà, qui sont par exemple, pour les gens qui ne supportent pas bien, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, mais quand je commence à manger beaucoup de végétaux, docteur, je ballonne, je fermente, je n'en peux plus, etc. » Et donc, effectivement, on commence doucement, automatiquement par des légumes cuits, en petite quantité, et pourquoi pas prendre alors un prébiotique, un petit supplément du pharmacien que le pharmacien propose. Et ça peut aider au fur et à mesure à réparer, à rétablir. Je voulais rajouter un élément important. Ces probiotiques, qui sont donc pas des médicaments, mais qui sont des compléments alimentaires. Oui, c'est important de le dire également. Oui. N'ont pas toujours le même effet. C'est vraiment souche dépendant, c'est-à-dire vraiment la souche de bactéries qui est mise dans la formulation qui va avoir un effet particulier. Et donc tous les probiotiques ne peuvent pas avoir le même effet. Ah oui. Donc ça va vraiment dépendre de la formulation du fabricant. Et on a des probiotiques aujourd'hui qui sont assez universellement actifs, par exemple sur la digestion du lait. Il y a beaucoup de personnes qui ne digèrent pas le lait en tant que tel à cause du lactose. Eh bien, prendre des probiotiques d'une façon assez générale, ça aide. Mais dès qu'on quitte ce domaine un peu général, lorsqu'on va avoir un effet, par exemple, pour aider l'organisme à mieux se défendre, ce qu'on appelle un effet de stimulation immunitaire, ou au contraire, essayer de réduire l'intensité des allergies. Je pense aux dermatites atopiques, des eczémas ou des rhinites allergiques. Eh bien, là, on est obligé d'avoir des souches particulières. Et donc de faire des essais cliniques, de faire des études chez l'homme précises sur telle souche. Et on ne peut pas dire que la voisine aura l'effet. Voilà, donc l'automédication n'est pas toujours... S'il y a une pathologie, il vaut mieux effectivement... Il faut demander à son médecin ou à son pharmacien formé, parce que c'est sur mesure. C'est pas universel. On pourrait en parler des heures, c'est passionnant. Je pense d'ailleurs qu'on parlera une fois de manière un peu plus précise alors des problèmes d'intolérance ou d'allergie alimentaire qui sont aussi finalement liés à ce problème de perméabilité de l'intestin. Ça fera l'objet d'une autre émission. Parfait. Tout à fait. Merci à tous les deux. Merci Geneviève, merci Olivier de nous avoir éclairé, comme vous avez pu en tout cas, moi vous m'avez éclairé sur l'importance de l'intestin. Merci.